Je m'appelle Isabelle Saporta, je suis écolo, je suis éditrice chez Fayard, je suis auteure. J'ai beaucoup fait d'enquêtes, d'investigations sur le milieu agroalimentaire. Voilà, j'aime bien porter la plume dans la plaie et faire des enquêtes qui dérangent. Et voilà, et ça a toujours été un peu mon truc au fond de décortiquer les systèmes de Shadok dont la France semble si friande. Écoutez, Emmanuel Macron, en fait, ça a été le dégagisme d'en haut, au fond. C'était le dégagisme des CSP+. Il a été élu, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, sur une promesse qui était de dire la technostructure, c'est fini, les forces vives de la France, ça y est, on va pouvoir les laisser vraiment fourmiller, se réveiller, ça va être extraordinaire. Et non seulement il n'a rien fait de tout ça, mais en plus la technostructure ne s'est jamais, mais jamais si bien portée. Donc c'est un truc absurde en fait. Je veux dire, au moins qu'il soit à la hauteur des promesses qu'il a faites. Généralement les hommes politiques ne le sont pas, mais je veux dire que lui il est vraiment particulièrement décevant là-dessus. Et là il nous met quoi? Il nous met Castex comme Premier ministre en nous disant que parce qu'il a un bel accent chantant, ce ne serait pas un techno pur, mais c'est un techno pur. Donc voilà, je suis un petit peu catastrophée en fait par cette espèce de revanche de la technostructure sur toute la France d'en bas. Cette idée de bouquin, je l'ai eue avant. C'est vraiment quand j'ai fait ma campagne municipale à Paris, où là, j'ai rencontré plein de fonctionnaires de terrain, plein de commerçants, plein d'artisans, qui m'expliquaient au fond, voilà, on a 50 000 idées, mais la technostructure est tellement délirante, la bureaucratie est tellement délirante qu'on rentre jamais dans les cases et qu'on ne peut pas les mettre en place. Donc, si vous voulez, j'avais ça, je prenais des notes, j'avais ça dans mon esprit. Et le Covid est arrivé. Et là, si vous voulez, tout ce qu'on supporte de la technostructure, tout ce qu'on supporte de la bureaucratie délirante qu'on a en France, je me suis dit, benoîtement, certainement benoîtement, que au moins en période de crise, on allait voir ce qu'on allait voir. C'est-à-dire que la verticalité extraordinaire de l'État, ça allait être quelque chose, quoi. Or, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec un État qui ne savait plus où il allait, qui faisait n'importe quoi. Et ben, écoutez, je sais pas, moi, ce qui m'a paru le plus délirant, sans doute, c'était une administration qui réquisitionnait les masques pendant que l'autre administration les brûlait. Voilà. Et que personne, aucun de ces technos avec la tête si bien faite, se soit dit à un moment, tiens, ce serait bien, alors qu'on manque de masques, d'aller voir dans les hangars où ils sont gardés ces masques périmés, hein, et de voir s'il n'y en a pas quelques-uns de sauvables. Ça, j'ai trouvé qu'on était quand même vraiment au bout du bout. Qu'est-ce que j'ai trouvé délirant aussi? Les tests. Quand je pense qu'on avait toutes les possibilités de tester avec les laboratoires vétérinaires et que parce qu'il y avait une réglementation qui datait de 2013, qui disait que les laboratoires vétérinaires ne pouvaient pas tester les humains, et ben on ne l'a pas fait, on s'en est privé. Et non seulement on s'en est privé, mais en plus on a vendu les réactifs à l'Allemagne qui, elle, ne se privait de rien. Donc si vous voulez, c'est vrai que à la fin, si vous voulez, que au fond cette technostructure ne soit pas bonne à grand-chose, on le sait, mais qu'au moins, entre guillemets, elle nous laisse faire, elle nous laisse libres. Et c'est même pas le cas. Il a fallu se battre pour avoir le droit d'utiliser les laboratoires vétérinaires et se battre pendant des mois alors qu'on n'avait pas le temps. Donc si vous voulez, c'est vraiment ça qui rend dingue en fait. C'est-à-dire, foutez-nous la paix, laissez-nous faire. Voilà, quand les régions ont trouvé des masques, qu'est-ce qui s'est passé? L'État a pas dit bravo les régions, super, elle a réquisitionné les masques que les régions avaient trouvés. Sauf que quand les régions avaient été voir l'État en leur disant « mais nous, on a plein de PME qui travaillent avec la Chine, donc si vous voulez, on peut vous aider », l'État s'est pincé le nez en disant « mais non, on n'a pas besoin de vous ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui était complètement absurde. C'est-à-dire que moi, je veux bien que l'État soit prétentieux s'il est à la hauteur de sa prétention. Si ce n'est pas le cas, qu'il nous fiche la paix. C'est vrai qu'une certaine gauche se pince le nez. Elle se pince le nez, elle dit que c'est populiste, que c'est poujadiste. Moi, je crois surtout qu'il y a une partie de la gauche qui a décidé que ça ne l'intéressait plus, les milieux populaires, que toutes les préoccupations populaires ne les intéressaient plus. Et qu'au fond, ça, c'était des préoccupations pour le Front National. Moi, je pense que c'est une erreur. Moi, je suis hyper heureuse d'être française, je suis hyper fière d'être française. Pour moi, la nation, ce n'est pas une notion du Front National. Pour moi, effectivement, se préoccuper des milieux populaires, ce n'est pas une préoccupation du Front National. Pour moi, se préoccuper des questions de sécurité, ce n'est pas une préoccupation du Front National. Voilà, je veux dire, il y a un moment, et effectivement, dénoncer cette technostructure qui n'est bonne qu'à créer des métastases bureaucratiques
plutôt que de l'efficacité, ce n'est pas Front National. Mais par contre, j'entends, je vois bien, ils sont très mal à l'aise. Mais vous savez, quand j'avais fait le livre noir de l'agriculture, on m'avait dit se préoccuper comme vous le faites des paysans, ça n'intéresse personne. Alors, sans doute que ça n'intéresse personne à Paris, hein, et j'en conviens, je le déplore, mais je ne peux que le constater. Mais je peux vous dire que pour sillonner beaucoup la France, ce sont des préoccupations que nos concitoyens ont vraiment en tête. Donc je pense que la gauche caviar ferait bien de descendre de son piédestal de temps en temps. Je suis fondamentalement européenne, je crois vraiment en l'Europe. Parce que je pense que si on veut... Vous voyez, là, on est tous en train de se poser la question de la souveraineté médicamenteuse, de la souveraineté alimentaire. On s'est rendu compte à l'occasion de cette crise, bien que ça fait des années que les médecins le dénonçaient, que nous n'avions aucune autonomie médicamenteuse. 80% des molécules sont aujourd'hui faites en Chine, 90% des médicaments sont fabriqués pardonnez-moi, en Inde. Les États-Unis, par exemple, si la Chine a envie de se venger des États-Unis, 97% des antibiotiques américains sont faits en Chine. On ne peut pas en fait continuer comme ça avec une souveraineté médicamenteuse que nous n'avons plus. Par contre, je pense que cette souveraineté médicamenteuse, rien ne servirait de penser qu'on pourrait la refaire au niveau français uniquement. Je pense qu'il faut la repenser au niveau européen. Donc ça, moi, je crois beaucoup en l'Europe pour ça. Mais dans ces cas-là, il faut qu'elle se métamorphose, cette Europe. Parce qu'aujourd'hui, si la France est déjà... comment dire, c'est déjà la fête de la caste et de la technostructure, alors l'Europe, pardonnez-moi, mais on passe encore un échelon, quoi. Donc c'est sûr que si vous voulez, il faut, au fond, se servir de l'Europe, garder l'Europe, mais la transformer vraiment du tout au tout. Et pour ça, il faudrait une volonté politique. Et est-ce qu'elle existe? Parce que déjà, au niveau de la France et des nations, on voit bien qu'il n'y a quasiment aucune ambition pour nos pays. Alors si on n'arrive pas à avoir d'ambition pour nos pays, comment en avoir pour l'Europe? Voilà, moi c'est des questions que je me pose, mais je suis persuadée que la question de la souveraineté alimentaire, comme de la souveraineté médicamenteuse, comme de la souveraineté technologique, il y a le grand débat aujourd'hui sur la 5G, si on veut avoir une souveraineté technologique et ne pas dépendre de la Chine, par exemple, pour la 5G, et bien sûr que ce sont des questions qu'il faut se poser au niveau européen. Mais il faut métamorphoser l'Europe, ça c'est certain. Moi je pense que la seule matrice qui puisse permettre de refaire société, c'est l'écologie. Parce que l'écologie, en fait, ça vous touche tous, ça nous touche tous. Vous, moi, nos enfants, on a tous des enfants, ou en tout cas des petits frères, des petites sœurs, des grands-mères. Et on a tous envie que nos enfants évoluent dans des milieux qui ne soient pas pollués, qu'ils mangent une nourriture qui ne soit pas pleine de pesticides. Oui, ça, c'est des questions qui sont assez simples, qui, en même temps très compliquées à mettre en œuvre, mais assez simples, et qui nous permettent de nous projeter dans les 20 ans qui viennent, de vivre bien aujourd'hui et de nous projeter dans les 20 ans qui viennent. Or, en fait, ces maires qui viennent d'être élus, qui sont peut-être très intelligents par ailleurs, hein, j'en sais rien. Pour le moment, ils ne se lancent pas dans ces grands débats de demain. Ni on ne les sent pas. Je veux dire, moi j'aurais aimé par exemple qu'on ait un grand débat sur la fin des incinérateurs pour les poubelles de France. On est dans un truc de fou. En France, on brûle nos déchets alors qu'au fond, les poubelles, ce sont des mines d'or. Hein. Voilà, j'aurais aimé qu'on ait un grand débat là-dessus. J'aurais aimé au fond que la France, ça devienne la Californie, c'est-à-dire pas parce qu'elle brûle, parce qu'hélas elle brûle aujourd'hui, mais parce que c'est la green tech, c'est les innovations technologiques sur l'écologie. C'est-à-dire au fond qu'on réponde à toutes les questions de bien-être, de bien vivre ensemble et qu'on se propulse dans le monde de demain. Or, qu'est-ce qu'on fait? On fait des polémiques tous les jours, chaque jour une nouvelle polémique. Et quand on vous dit, écoutez, ces polémiques ne sont pas tout à fait à la hauteur, ce que je me suis permis de faire, ce qui m'a valu le courroux de nombre d'entre eux d'ailleurs, mais je le réitère, donc je le redirai s'il fallait le redire, on a comme seule réponse ou les autres là, vous êtes des réactionnaires, vous êtes des archaïques, vous êtes des catholiques intégristes, en gros vous êtes des fachos. Bon, moi je pense que si vous voulez, si on n'a rien d'autre à opposer que traiter les opposants, entre guillemets, de fachos, et qu'on n'a pas un projet qui nous permette de revisiter les transports, de revisiter les cantines, de revisiter les déchets, de se propulser dans les villes dans 20 ans, ben écoutez, on n'est pas bien pareil, oui. Je suis assez inquiète en fait. Non, moi je dirais pas que les Gilets jaunes c'est un mouvement du passé. Moi j'aime à me souvenir des débuts des Gilets jaunes en fait. Parce que ce mouvement, il est parti de quoi? Il est parti en fait d'une taxe sur l'essence.
et qui avait beau être sans doute une taxe écolo, quand ces gilets jaunes sont descendus dans la rue, ils ont dit une chose, ils ont dit écoutez voilà, on vit dans la France que vous ne connaissez pas, on vit dans la France de la diagonale du vide, les services publics se sont éloignés, les gares ont fermé, on n'a plus d'arrêt de train, ou alors le train s'arrête une fois tous les 36, et maintenant on est prisonnier de notre voiture. Ok, c'est pas la fête, d'ailleurs c'est à nous que ça coûte le plus cher, mais on est vraiment prisonnier. Et là, non seulement vous ne trouvez pas de solution pour rapprocher les services publics, pour faire en sorte qu'il y ait plus de transport, pour faire en sorte qu'on soit désenclavé, qu'il y ait de la 3G, parce que là, dans la diagonale du vide, on n'en est pas à la 5, on n'en est déjà pas à avoir la 3. Hein. Et vous nous foutez cette taxe en plus, du coup, entre guillemets, vous nous traitez de gros ploucs pollueurs, quoi. Et je me suis dit, c'est vrai que ça ne peut pas être ça, en fait. Ça ne peut pas être ça, la politique. Ça ne peut pas être de ne jamais se mettre à la place de ses concitoyens, en fait. J'ai compris leur colère, comme j'ai compris aussi la colère de toutes ces femmes. Vous vous souvenez, toutes ces femmes qui étaient sur les ronds-points et qui travaillaient à mi-temps, qui travaillaient à temps partiel, et qui nous expliquaient qu'elles n'avaient aucune solution de garde, qu'au fond, pour travailler, elles en avaient à la fin quasiment pour aussi cher de garde que si elles n'avaient pas travaillé. Tous ces gens dont Macron a aimé à dire que c'était au fond des paresseux, qu'il suffisait de traverser la rue, qu'on dépensait un pognon de dingue pour eux. Tous ces gens-là, ils disaient « moi je bosse, j'arrête pas, je m'en sors pas. Regardez-nous ». Voilà. Et moi, je n'ai pas envie de parler des derniers épisodes, des Gilets jaunes, de la façon dont ça s'est mal passé avec Bigard. Tout ça, ça me paraît être entre guillemets épiphénoménal. Par contre, je pense que le fond de la contestation, il est toujours là. Dans mon livre, par exemple, je parle des maisons de services publics. Les maisons de services publics, c'est une idée de 2010. Et là, déjà, on disait, dans cette France de la diagonale du vide, il n'y a plus de services publics, on va les apporter par un autre biais. Bon, ben, c'est un pas en avant, un pas en arrière, ça ne s'est jamais développé comme ça aurait dû se développer. Pire que ça, ces maisons de services publics, pour apporter les services publics dans des endroits où on les avait fermés, à 50%, ils sont payés par les habitants de la diagonale du vide, par ces régions où on a finalement qu'on a vidé de leur substance. C'est-à-dire au fond, c'est comme si on vous condamnait à mort et on vous faisait payer la balle qui vous condamne à mort. Il y a un moment, ça n'a aucun sens. Donc moi je pense que ce qui fait le soubassement de la fronde, il est toujours là. Après, si vous voulez, il y avait aussi une autre question, c'est celle des banlieues. En France, on oppose les délaissés, entre guillemets. On oppose quasiment le fils parfait ou que serait la province. On dit ceux-là, ils sont parfaits, ils font pas de bruit, tout va bien. En tout cas, ils n'en faisaient pas jusqu'aux Gilets jaunes. Au fils turbulent ou à la fille turbulente que seraient les banlieues. Mais en fait, les deux partagent le même désintéressement de la part de l'État. Les deux. Dans les deux, il y a un éloignement des services publics. Dans les deux, on promet de l'argent dont on dit qu'il va ruisseler jusqu'à eux et qui ne ruisselle jamais. C'est toujours les mêmes problématiques. Et on les oppose. C'est plus facile de les opposer, au fond, que de s'atteler à essayer de résoudre les questions qui s'y jouent. Moi, je suis ravagée d'angoisse. Je suis ravagée d'angoisse à l'idée de la crise qui nous attend et qui a déjà commencé. Et je ne vois pas comment certains peuvent se réjouir, entre guillemets, de cette crise. C'est vraiment ça pour le coup, c'est vraiment un truc de classe et de CSP+, qui a pu télétravailler pendant le Covid, qui avait sa maison secondaire et qui s'est dit que de toute façon, il pouvait échapper à son petit appartement en ville parce qu'il avait sa maison secondaire. Mais en vrai, ce qui s'est passé, c'est juste une catastrophe. Le Covid a été un accélérateur et un révélateur de la crise. On a vu d'abord les premiers de corvée, comme avait dit Macron, qui ont pris les TER, les RER pendant le Covid, sans masque, sans rien, sans protection, qui nous ont achalandés, qui nous ont donné à manger. Ces gens-là, on les laisse tous tomber aujourd'hui. Hein. Ils vont faire partie des plans sociaux. On ne s'est pas posé la question de comment mangeraient les gamins, parce qu'on sait en France qu'il y a une très bonne redistribution sociale, qui se faisait notamment par le jeu des cantines, et que ces gamins-là, ils se sont retrouvés dans des situations d'une précarité inouïe pendant le Covid. Et ça, personne ne s'est posé la question. On ne s'est pas posé la question non plus de l'explosion des banques alimentaires, c'est-à-dire des gens qui vont aux soupes populaires aujourd'hui. Et si vraiment il y en a qui se trouvent à dire que ça peut être une bonne solution et une bonne chose pour la planète que ce ralentissement et ce fracassage social, pardonnez-moi de vous dire, ils sont des abrutis.